Bonjour à tous, quelle liste peut déjouer les pronostics pour les régionales en Guadeloupe? La stratégie de Sentinelle Guadeloupe sera-t-elle payante? Que dire enfin du programme de ce mouvement pour piloter la région? Éric Coriolan, tête de liste de Sentinelle Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Éric Coriolan, bonjour. Bonjour Thierry Fanderé. La campagne est officiellement lancée pour les régionales. Le risque pour la Guadeloupe, c'est de passer à côté des vrais enjeux de ce scrutin? Oui, passer à côté des vrais enjeux, peut-être, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve le pays. Je parle d'une campagne qui est un peu menée avec cette crise sanitaire de manière particulière, où tout le monde ne peut pas vraiment, et je parle pour nous, mais pour tous les candidats c'est un peu valable, ne peut pas vraiment développer son programme, aller à la rencontre des populations pour expliquer le sens de la démarche. Ça favorise quelque part, ça trompe un peu le jeu démocratique, puisque ça favorise le système en place, les sortants. Mais nous allons faire en sorte de déjouer ces pronostics et nous ferons comme nous le pouvons avec les réseaux sociaux, et nous avons commencé à faire un peu de terrain, à aller à la rencontre des citoyens. Vous l'avez dit, c'est une campagne particulière sur bien des points. Comment comptez-vous la mener ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, on a fait beaucoup de présence sur les réseaux sociaux. On va accentuer encore cette présence sur les réseaux sociaux avec nos colistiers. Moi-même, j'interviens déjà beaucoup. Et nous avons commencé la campagne traditionnelle. Quand je dis traditionnelle, ce qu'on a l'habitude de faire en campagne, nous avons des camions avec de la sono. Nous allons dans les contraintes horaires fixées par le gouvernement auprès des habitations pour porter le message. Nous faisons également du porte-à-porte. Nous rencontrons des gens devant toute notre équipe et sur le terrain. Et on rencontre quotidiennement les citoyens pour expliquer le sens de la démarche de Sentinelle. Pas évident tout ça. Ça n'est pas évident du tout, mais on s'y attendait un peu et ça fait écho quelque part au positionnement de Sentinelle, qui expliquait qu'aujourd'hui, certes, alors sans ouvrir le débat à nouveau sur cette crise sanitaire, il y a quand même des questions à se poser sur l'exercice démocratique qui est quelque part très bousculé. Aujourd'hui, comment expliquer qu'un gouvernement qui est quand même une force politique, partisane, prenne des dispositions pour gérer autant l'exercice démocratique? Ça nous pose des questions et on fait comme on peut, mais nous estimons, et ça nous met à l'aise sur notre position qui consiste à dire qu'en Guadeloupe, il faut qu'on puisse vraiment faire autrement, et ne pas être soumis forcément à ces dispositions, surtout ici où il y a vraiment besoin d'un renouveau. Cette crise sanitaire-là fait que l'exercice démocratique est un peu bousculé. De toute manière, nous allons faire le maximum pour, comme on le disait en début, changer la donne, bousculer les choses. Mais ça n'est pas évident, c'est clair. Quelle ligne défend Sentinelle Guadeloupe pour ces élections régionales? L'appréciation citoyenne. On part d'un constat, et toutes les protestations qu'a pu faire Sentinelle, c'était du factuel, c'était des constats. On part d'un constat que la considération citoyenne n'est pas présente dans l'action politique. Même si ceux qui se présentent, qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, s'en défendent, je parle de ces partis traditionnels qui font ce qu'ils appellent l'alternance, la considération citoyenne est absente, puisque vous descendez dans la rue, vous faites un micro-trottoir, vous verrez que les Guadeloupéens ne sont pas contents aujourd'hui de leur quotidien. Ils ne sont pas contents de la gestion de la cité, ils ne sont pas contents de la gestion même des projets qui sont l'Arlésienne. À chaque veille d'élection, on a 40 000 projets qui arrivent et on ne voit pas les réalisations. C'est pour ça que nous, à Sentinelle, on a mis des possibilités pour le citoyen d'intervenir c'est pas un contrôle, mais on va rendre des comptes régulièrement aux citoyens sur l'avancée de notre projet. Parce que c'est devenu une tradition, une habitude où les gens viennent aux élections avec des projets et on se rend compte à quelques mois, souvent 2-3 mois avant l'échéance, que pratiquement plus de 80% du projet, du programme n'était pas réalisé. C'est le cas de Changer d'avenir, qui veut encore continuer de changer d'avenir, qui veut continuer de faire quoi, qu'il va changer quoi. Il n'a pas changé d'avenir et il veut encore poursuivre. Mais c'est juste... Je pense que les Guadeloupéens ont touché du doigt ces jeux-là.
Ce qui est compliqué et le plus gros écueil, je pense, que nous rencontrerons, nous qui voulons un peu changer ce système, c'est l'abstention. Je crois que les gens sont très déçus, ils sont excédés de voir, alors je ne parle même pas des affaires en justice, hein, qui est fait pour, qui contribue à dégoûter l'électorat de l'urne, des urnes, mais... avec la présomption d'innocence, évidemment. Bien entendu, mais quelque part, la défiance envers la classe politique augmente avec toutes ces affaires. Et ce que nous craignons, nous, à Sentinelle, c'est que ça puisse cristalliser une espèce d'abstention et contre laquelle nous nous battons absolument. Nous disons aux gens, si vous avez pointé du doigt et que vous vous êtes rendu compte qu'il y a vraiment un souci à ce niveau-là, il faut réagir par les urnes. Il faut aller porter votre pierre à l'édifice pour changer et commencer un changement. Très bien. Vous vous êtes fixé un objectif chiffré en termes de pourcentage de suffrage? Non, du tout. Nous ne sommes pas... Je n'ai pas dit une limite, hein, un objectif. Non, nous faisons le maximum, nous ferons le maximum, nous dirons tout ce que nous avons à dire aux citoyens, nous sommes dans un langage de vérité, c'est à eux ensuite de choisir. Nous ne fixons pas d'objectif, nous croyons très sincèrement que nous serons présents au moins au deuxième tour, si ce n'est pas une victoire au premier tour, mais en termes de chiffres, non, on ne peut pas le juger. Aujourd'hui, c'est particulier, cette élection est particulière parce que nous croyons très sincèrement, alors il y a deux aspects, c'est où l'abstention va l'emporter à nouveau, où vraiment les gens qui ont pris conscience qu'il fallait aujourd'hui entamer un changement. Nous ne disons pas que c'est nous qui avons la solution définitive. C'est un début de changement aujourd'hui. Je pense que tous les Guadeloupéens qui sont conscients qu'il faut aujourd'hui commencer ce changement, s'il se manifeste, il peut y avoir une très grosse surprise. En termes de chiffres, on ne peut pas le juger. Par contre, si effectivement l'abstention est très forte, ça peut être catastrophique, mais pour tous ceux qui présentent le renouveau. Et ça va faire perdurer l'ancien monde politique, ce que nous qualifions nous de l'ancien monde politique, qui fait l'alternance depuis près de 40 ou 50 ans. Il s'agit pour Sentinelle Guadeloupe de s'inscrire durablement dans le paysage comme une vraie force politique en Guadeloupe? Ah oui, très clairement. C'est-à-dire que nous avons dit, et beaucoup de gens ont été surpris de notre engagement politique, mais lorsque nous sommes toujours vigilants. Mais lorsque nous étions dans la phase un peu plus critique, nous avions toujours dit que si tout ce que nous portions comme protestation ne trouvait pas écho chez les politiques, quand nous dénoncions le silence des politiques, quand nous dénoncions le non-respect de la Guadeloupe par les centrales parisiennes politiques, nous n'avons pas eu d'écho. Aucun élu, aucun parlementaire, ni sénateur, ni député n'ont fait écho à cela. C'est-à-dire que c'est une situation qui est entière, qui est là, et c'est le sens de notre démarche en politique. Nous allons poursuivre cela jusqu'à ce que la Guadeloupe soit respectée. J'espère que ça va commencer très fortement au régional, mais de toute façon, le but, c'est de faire une action aujourd'hui pour que la Guadeloupe, les citoyens guadeloupéens, le Guadeloupéen, soient au cœur du dispositif du pouvoir. Très bien. Ces régionales et départementales sont donc pour vous un test grandeur nature pour valider ou pas votre stratégie sur la durée? Nous ne cherchons pas à valider notre stratégie, nous cherchons nous cherchons un écho de ce que nous avons nous identifié. Sauf si nous avons vraiment tort et que nous serions fous, ce que je ne crois pas, ce que nous ne croyons pas à Sentinelle. Nous cherchons vraiment à ce que les Guadeloupéens catalysent, symbolisent dans la démarche Sentinelle, dans les urnes. En fait, c'est ça. Ça n'est pas pour nous un objectif de gagner une élection en termes électoraux. Nous ne sommes pas un parti, nous ne sommes pas dans une hégémonie où nous voulons prendre le pouvoir politique pour l'occuper dans les mairies, les EPCI et partout. Nous disons, par rapport au constat que nous faisons depuis de très nombreuses années, qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens qui sont conscients qu'il faut vraiment en cesser avec ces jeux de partis politiques, et on voit récemment, on regarde le GUSR, j'ai eu l'occasion souvent de parler d'eux, le GUSR et le PS qui s'alternent en permanence. Les Guadeloupéens qui ont compris qu'aujourd'hui il faut passer par autre chose, nous souhaitons simplement qu'ils nous accompagnent, qu'ils comprennent notre message et qu'ils le fassent pour la Guadeloupe, mais pas pour nous. Parlons de votre programme, du programme de Sentinelle Guadeloupe pour la gouvernance du pays. Quels engagements prenez-vous devant le peuple?
Le premier engagement, qui est un engagement citoyen, qui est très original, qui ne s'est jamais fait, c'est de vraiment installer un conseil citoyen au sein de la collectivité. Un conseil citoyen qui sera renouvelé périodiquement, sans remise, c'est-à-dire que les mêmes ne pourront pas resiéger. Vous n'êtes pas le seul à proposer ça. Hein. Je n'ai pas beaucoup entendu, peut-être après nous, mais nous le proposons, nous allons vraiment le faire. J'ai entendu Harry Chalus le dire récemment et l'écrire, mais c'était bien après Sentinelle. Enfin, je ne sais pas, ça peut être proposé. De toute manière, quelle que soit la personne qui le propose, c'est une bonne idée aujourd'hui que les citoyens rentrent vraiment dans l'Assemblée, qu'ils soient représentés pour contrôler l'action de la collectivité. Et je ne veux pas revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est à la veille des élections qu'on se rend compte des choses qui sont faites ou pas. Deuxièmement, nous, une priorité immédiate lorsque nous arriverons au pouvoir, c'est vraiment, personne n'en parle, mais d'agir sur cette crise Covid qui tue l'économie guadeloupéenne, qui tue la culture guadeloupéenne, qui sacrifie la jeunesse, les étudiants, les lycéens. Aujourd'hui, passent une année catastrophique. Alors, on me dira, c'est partout pareil, en France, en Europe et dans le monde. Ah ouais. Nous n'avons aucune raison de subir ici des mesures qui sont décidées pour 300 millions d'Européens et 66 millions de Français. Donc, c'est votre priorité? La priorité, nous allons, dès le lendemain de notre élection, entamer des discussions avec les services français pour demander une habilitation, une expérimentation pour une différenciation au niveau de la gestion de la santé. Ça ne veut pas dire que nous allons faire les fous et dire, faire du déni que la maladie n'existe pas, mais il faudra trouver des mesures appropriées pour que l'économie guadeloupéenne ne continue pas cette agonie-là qui, en fait, on est tous conscients que ces mesures sont disproportionnées et qu'on aurait pu trouver autre chose. Et l'autre priorité, c'est l'eau? L'autre priorité, c'est l'eau. Alors, tout le monde, c'est traditionnel. C'est traditionnel. Et c'est vrai qu'en mettant dans le programme, on en rigolait même. Tout le monde a une solution pour l'eau. Et en travaillant là-dessus, on se disait, parce que notre solution, elle est très simple. Aujourd'hui, ce que les Guadeloupéens veulent, c'est avoir de l'eau en quantité et en qualité dans leur robinet. Les histoires de détournement de fonds, de gabégie, de plusieurs centaines de millions d'euros qui ont disparu, c'est au fait, il faut s'y atteler, mais les Guadeloupéens, l'urgence c'est de mettre de l'eau. Donc nous avons une solution qui est très simple aujourd'hui, c'est de mettre des unités mobiles à divers endroits dans le pays. Nous avons identifié 3 secteurs pour augmenter la pression sur ces secteurs-là et fournir de l'eau. Ça n'est pas une solution définitive, mais qui permettra aujourd'hui de mettre de l'eau chez les Guadeloupéens en quantité et en qualité. Ça coûte 1 million par usine. Ça fait 3 millions, on est loin des 800 millions ou 900 millions annoncés pour reprendre toute la tuyauterie. L'exemple de Perrin, aujourd'hui les problèmes d'eau sont pratiquement réglés aux abîmes, une usine fixe. Ça n'est pas le même modèle que nous proposons. Nous proposons des unités mobiles pour permettre à ce que les Guadeloupéens aient de l'eau. Et une fois que les Guadeloupéens seront desservis en quantité et en qualité en eau, nous allons entreprendre de revoir la disposition de ce SMO qui, au demeurant, est une bonne idée, que ce soit un syndicat unique qui gère cette affaire, mais il n'est pas question que les Guadeloupéens paient à nouveau les dettes du SIAG. Donc il faut reprendre les discussions avec le gouvernement français qui apparemment a arc-bouté sur les faits de récupérer cette dette du SIAG, mais nous ne serons pas du tout dans cette disposition-là pour reprendre l'ensemble des dettes du SIAG. Les Guadeloupéens ne peuvent pas payer, subir une triple peine qui consiste d'une part à payer les dettes des multinationales, enfin les gabégies par les multinationales et l'ancienne classe politique qui a dilapidé l'argent. Deuxièmement, ne pas être fourni en eau. Voilà. Et puis sur l'eau également, pendant ce laps de temps où nous allons mettre des unités mobiles pour que les gens aient de l'eau, nous allons proposer une étude juridique pour que les abonnés de l'eau soient actionnaires ou sociétaires dans ce SMO, dans cette structure unique, SMO ou un autre nom. Simplement pour 2 choses, pour qu'ils aient un contrôle beaucoup plus proche de l'activité, pour éviter qu'on ait ce Titanic, on découvre après que l'argent a été dilapidé pour faire des fêtes, acheter du champagne. Il faut que l'abonné soit au cœur de ce dispositif. Et deuxièmement, s'il y a une possibilité d'actionnariat, de sociétariat, un retour sur investissement, parce que j'estime que l'argent qui a été volé aux Guadeloupéens pendant des années, c'est un investissement suffisant pour qu'ils soient aujourd'hui actionnaires ou sociétaires dans cette structure. Oui, très complexe tout ça. Hein. Ça n'est pas complexe. Des unités mobiles. Il y a une loi qui est votée, vous parlez du SMO. Oui, les lois sont votées, les lois peuvent être votées, elles peuvent être démontées. Elles peuvent être démontées. Là où il y a la volonté, notre principe est très simple. Nous ne nous arc-boutons pas sur ce qui existe aujourd'hui. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et nous allons expliquer aux Guadeloupéens, nous leur expliquons là pendant la campagne électorale, s'ils nous comprennent, je vous assure que nous saurons l'expliquer à la Macronie. Je parle de la Macronie parce que ce sont eux qui sont au pouvoir, mais n'importe quel gouvernement
français qui sera là demain ou après-demain devra entendre nos considérations. Et il faudra adapter les lois à la Guadeloupe et pas l'inverse. La Guadeloupe ne doit pas s'adapter en permanence à des dispositions qui la sacrifient. Il faut un moment en arrêter avec ce paradigme et trouver les voies et moyens avec la volonté pour que ce qui est important pour la Guadeloupe puisse être fait. Sur ce même plateau, le président de région sortant a défendu son bilan, il était dans son rôle. En quoi, selon vous, ce bilan est-il critiquable ? Vous parlez de bilan, mais oui, alors le bilan il peut être positif ou négatif, mais je n'ai rien vu de ce qu'a fait Harry Chalus. Bon, on est sur quand même près de 900 millions, 800 millions de budget, avec 500 millions en frais de fonctionnement. Alors bon, on peut enlever tout ce qui est frais de personnel et tout, mais 300 millions d'investissements, on ne les voit pas, ni visibles ni invisibles. Par contre, on voit très bien Harry Chalus qui monte vociférer sur les antennes, que tout le monde veut sa place, tout le monde veut sa peau. Ça, il sait le faire. Il est champion de la victimisation. Et tout le monde veut toujours sa place. Il pas genre propriétaire mon siège. Il pas fait avec mon siège. Et c'est ça qu'il a dit en permanence. Non, il faut arrêter ces appareils, il faut arrêter ces gesticulations. C'est une majorité qui n'a pas fait grand-chose. Et les choses les plus visibles sont de la rigolade. On a un pont qui a coûté près de 300 millions environ, je crois, 300 000 euros qui est investi par la région dans ce pont à Perrin où les bus ne passent pas. On prend cet exemple souvent, mais voilà un exemple concret de choses qui n'ont pas été abouties. Et puis quand j'entends le bilan d'Harry Chalus qui cite essentiellement les routes, les ronds-points, est-ce que c'est ça aujourd'hui qui va faire l'avenir de la Guadeloupe? Qu'est-ce qui a été investi dans la culture? Qu'est-ce qui a été investi en termes de formation? Aujourd'hui, quand on regarde l'état des lycées, même la formation professionnelle, il en parle, mais quel est le bilan de la formation professionnelle? Demandez aux gens de Guadeloupe Formation dans quelle situation se trouve cet organisme qui est un véritable bateau ivre depuis bien longtemps. Ça n'est pas de sa responsabilité, mais direct. Mais il aurait dû, en tant que président de région, reprendre ce dossier à bras-le-corps, faire la région jouer son vrai rôle d'animateur concret de la formation professionnelle en agissant et en reformatant cet organisme qui a lieu d'exister. Faire en sorte que Guadeloupe Formation fournisse des formations diplômantes. Rien n'a été fait sur la formation professionnelle, rien n'a été fait, je vous dis, pour les jeunes dans les lycées. Je ne vois pas le bilan. J'ai beau écouter en long, en large, par contre, on voit des affaires, on voit des usines à masques où de la défiscalisation et du financement est parti. On voit un certain nombre de choses comme ça qu'il évite de dire, mais c'est essentiellement ça le bilan d'Harry Chalus. Ouais. Bah oui, mais je ne vois pas autre chose. J'ai beau chercher parce que c'est pas quelqu'un a priori que j'ai en griffe particulièrement. Et quand il dit qu'on dit du mal de lui, non, c'est pas ça. Je pense que c'est un homme qui au demeurant sympathique, qui est très rigolo à la limite, mais qui en termes de gestion de la collectivité n'a rien fait. Alors, venir sur les plateaux télé et vociférer en disant tout le monde veut ma place, j'ai fait ceci, nous sommes contents de notre bilan, et reprendre les mêmes pour recommencer. Il reprend les mêmes, il veut refaire ce qu'il a fait pendant 5 ou 6 ans. Non, personnellement, je ne vois pas le bilan positif pour la Guadeloupe. Je remarque une autre chose importante, c'est l'attitude. L'attitude qui a été celle du silence pendant des mois, où on tient un langage par-ci, un langage par-là. Quand on sent que les Guadeloupéens sont un peu excédés de la situation, on fait semblant qu'on gauche assis la France, et puis tout de suite, on rentre dans la coquille. C'est une attitude qu'il faut changer. Aujourd'hui, la verticalité ne se négocie pas. Il faut aujourd'hui de la verticalité face au pouvoir central sans être dans la guerre. Pour faire quoi? Pour réparer la Guadeloupe, qui est notre mot d'ordre, qui a été cassé par les amis de Chalus. Parce que quand il vient jouer les jeunes politiciens, Harry Chalus est là depuis de très 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 nombreuses années dans le circuit politique. On est d'accord? Donc ces gens-là, depuis des années, GUSR, PS, Chalus et compagnie, ont cassé le pays. Aujourd'hui, il faut laisser la place à des gens qui ont envie de réparer. Pour la domiciliation du pouvoir local, on fait quoi concrètement? Aujourd'hui, les articles les différentes évolutions de la décentralisation permettent vraiment d'arriver à un stade de pratiquement autonomie assez poussé. Nous ne voyons pas l'urgence d'aller fatiguer les Guadeloupéens après une crise sanitaire sur un dossier institutionnel. Voilà. Il faut faire un maximum d'habilitation, d'expérimentation pour montrer
la voie, pour montrer un cap, pour montrer ce qu'on veut faire. Il ne s'agit pas de dire nous voulons un statut comme un joujou, comme une chimère, pour faire des choses, ne pas utiliser le statut comme un blocage. L'expérimentation n'est pas utilisée suffisamment. Le droit à l'habitation n'est pas suffisamment utilisé. Et lorsque nous allons, nous, Sentinelles, expérimenter tout cela, utiliser ce qui existe aujourd'hui avec la loi Notré, depuis les différentes évolutions de la loi de décentralisation, l'acte 1, 2, 3 de la décentralisation, plus la loi Notré, il faut les utiliser au maximum pour montrer aux Guadeloupéens ce que nous sommes capables de faire dans ce cadre-là. Et si nous avons un blocage, parce que l'expérimentation c'est maximum 5 ans, ça veut dire que bon, si nous avons réussi une expérimentation sur un dossier en particulier, nous disons pour la santé, nous comptons le prendre. Pour l'eau, nous pouvons également intervenir parce que ce n'est pas la compétence directe de la région, mais rien n'empêchait à la majorité actuelle de prendre une expérimentation et mettre de l'eau, par exemple, par des unités mobiles. Donc il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels nous pouvons prendre des habilitations et des expérimentations. Il faut les utiliser pour montrer aux Guadeloupéens qu'il y a moyen de faire. Et le dossier institutionnel, nous prendrons le temps, tranquillement, que les Guadeloupéens, en conscience, accompagnent le corps politique pour un vrai projet, mais pas un projet qui répond à la fainéantise intellectuelle qui consiste à ne rien présenter comme solution pour le pays, sauf de dire que bon, il y a des blocages institutionnels. Il faut se mettre au travail. Très bien. GUSR, le président sortant et leurs alliés proposent un contrat de gouvernance concerté, région, département. Quel jugement portez-vous sur la démarche? Je n'ai pas très bien compris ce qu'ils voulaient par là, parce qu'il me semblait qu'ils étaient Starsky et Hutch déjà. Non mais je n'ai pas très bien compris ce que GUSR et... Le sens de la formule. Non, mais très sincèrement, c'est vraiment se moquer des Guadeloupéens. Lorsque l'OSBAR vient dire qu'il veut faire aujourd'hui un contrat de gouvernance avec Chalus, qui est son président, qu'il a mis au pouvoir, il a tué tout le monde pour mettre Chalus. Il a utilisé Chalus d'ailleurs, qui est un homme très populaire, pour être président de région. Ah oui, c'est votre c'est mon analyse là-dessus. Oui. Je veux dire que GUSR est incapable aujourd'hui de se faire élire à la collectivité, sinon l'OSBAR serait candidat. Donc quand il utilise Chalus, qui est un homme populaire, il faut le reconnaître. Il faut Haïtien dans et blanc, pas Haïli, mais dans et blanc. Et donc, il faut reconnaître que le GUSR a toujours fait ça. C'est un parti qui s'est toujours masqué, qui s'est toujours caché derrière des personnes, souvent qui les a sacrifiés politiquement, comme il va le faire cette année, parce que je vous dis, Henri Chalus va tomber. Mais ce n'est pas à cause d'Henri Chalus, ça sera à cause du GUSR. Aujourd'hui, les gens commencent à voir qui est masqué derrière Henri Chalus. C'est ce GUSR qui, depuis de nombreuses années, joue à un jeu politicien malin qui fait croire qu'il est omniprésent dans l'ensemble de la classe politique guadeloupéenne. Et c'est surprenant aujourd'hui qu'ils veulent sortir de leur chapeau un contrat de gouvernance. Je croyais que c'était eux qui étaient au pouvoir et qu'ils travaillaient en harmonie. Les guerres entre Chalus et... Oui, mais il s'agit de... Voilà, faire en sorte que les politiques soient cohérentes entre la région et le département. Non, c'est un jeu simplement pour occuper les deux assemblées, pour faire croire que désormais, parce que je ne suis pas dans les petits chapeaux de l'OSBAR, mais je pense qu'il vise le conseil départemental. C'est évident. Et il veut mettre les gens en confiance. Pourquoi? Qu'une fois au conseil départemental, il va travailler avec Henri Chalus, soyez en confiance. Ça veut dire que ne mettez pas quelqu'un qui sera opposé au conseil régional. C'est la raison pour laquelle il faut mettre des citoyens, parce que nous n'avons aucune considération politique. Là, aujourd'hui, en campagne, nous les tensons. Aujourd'hui, là, en campagne, nous disons un certain nombre de vérités, mais les citoyens au pouvoir, Sentinelle au pouvoir, ne va pas faire la guerre à la personne qui sera au conseil départemental. Nous avons un seul candidat aux élections départementales qui est Rudy Manet sous le 3e canton, mais nous allons, quand il sera élu, nous inscrire dans un esprit de travail au sein du conseil départemental. Et Sentinelle au pouvoir va être, c'est le sens même, c'est de travailler ces deux assemblées en totale harmonie. Et donc, ils ont inventé le fil à couper le beurre. Enfin, je n'ai pas vraiment compris. C'est une façon, à mon avis, encore d'occuper les médias, puisque le GUSR n'a aucun projet politique. C'est une façon de sortir quelque chose. Voyons lac, quoi. C'est-à-dire, ouais, la pêche, quoi, voyons lac. Et donc, les médias lui permettent d'exister par ce moyen-là. Mais ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Éric Coriolan, vous aviez fait des radars, votre cheval de bataille. Ouais. Comme vous le constatez, leur implantation se poursuit.
contester en Guadeloupe, dire non, ça sert encore à quelque chose? Ils se poursuivent, ils ont beaucoup réduit. Il y en avait 100 prévus, on en est à 68. Donc il y a quand même beaucoup qui ont été sacrifiés, enfin le nombre a été diminué, ce qui est normal, parce que sur un territoire 1100 km de route, il n'est pas normal qu'il y ait 100 radars. C'est une politique qu'il va falloir reprendre pour deux choses. Définir une vraie politique de sécurité routière en Guadeloupe. Deuxièmement, faire le point sur cet argent que collectent les radars. Dans quelle mesure il revient pour s'occuper des routes ici en Guadeloupe? Vous avez vu l'état des routes. J'ai entendu le président sortant parler d'éclairage des routes, mais il ne fait pas le tour de la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment qu'il, peut-être que dans son quartier, il y a des routes éclairées, mais il y a de l'éclairage qui est installé, qui ne fonctionne pas. Depuis un an, à Goyave, on a vu ça. Je ne sais pas si c'est le conseil régional ou si c'est la mairie, mais moi, près de chez moi, à Goyave, il y a une série de becs qui sont censés éclairer et qui n'ont jamais fonctionné. L'éclairage est dégueulasse. Donc, les radars, il faut reprendre ce dossier pour que nous proposions, que nous étudions avec les services concernés une vraie politique de sécurité routière basée sur la pédagogie, sur la formation des jeunes dès l'école aux premiers gestes de sécurité, comment se comporter sur les trottoirs, les routes, mettre des équipements, réparer les routes convenablement et puis, je vous le redis, faire en sorte qu'on sache véritablement combien de cet argent qui est prélevé en termes d'amende revient en Guadeloupe pour s'occuper des routes, de l'infrastructure routière et tout cela. Très bien. Dernière question, comment faire et que faire surtout pour inciter nos jeunes à revenir ou rester au pays? C'est un vrai sujet. Un vrai sujet. Déjà, nous, on a dans notre programme, on a un plan qui est très simple, qui consiste à demander qu'il y ait un quota pour les emplois d'encadrement dans les services déconcentrés de l'État, comme ça existe en Nouvelle-Calédonie, qu'il y ait un quota de jeunes Guadeloupéens qui soit validé pour revenir. Alors déjà, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, beaucoup de jeunes qui quittent la Guadeloupe sont souvent des porteurs de projets. Faire en sorte que les jeunes porteurs de projets guadeloupéens trouvent écho auprès de l'institution régionale, auprès de la collectivité régionale, en communiquant beaucoup plus, parce que ce sont des dispositifs qui existent, mais communiquant beaucoup plus sur les possibilités de fonds de garantie, d'aide, de caution de la région pour accompagner les jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de financer totalement un projet. Il y a énormément, je me souviens à une époque où la Guadeloupe était championne de la Guadeloupe, de France même, de la création d'entreprises. C'est une chose qui a disparu. Or, le niveau de création reste quand même assez élevé. Oui, mais beaucoup de jeunes, parce que moi j'en rencontre et j'ai des amis qui travaillent au conseil régional qui me disent très, très concrètement qu'il y a beaucoup plus de porteurs de projets qui ne trouvent pas aboutissement parce qu'ils ne sont pas bien accompagnés. Ils n'ont pas les informations qu'il faut et voilà un certain nombre de dispositifs qu'il faut reprendre en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la région doit vraiment reprendre son rôle. Alors j'ai dit déjà sur la formation professionnelle, de véritables animateurs, d'acteurs de la formation professionnelle et de l'économie. L'économie, c'est quoi? C'est la création d'entreprises, c'est voir également les commerçants, l'entreprise guadeloupéenne, comment aussi les accompagner, faire en sorte qu'ils aient des marchés. Il faut discuter. Lorsqu'il y a une construction, par exemple aujourd'hui, le CHU qui est un gros chantier, il faut trouver, je vous dis, là où il y a une volonté, c'est notre principe, il y a un chemin, que les entreprises guadeloupéennes, à condition qu'elles soient en mesure de fournir le travail, soient priorisées sur les marchés pour amener de l'économie, des devises et de l'activité dans le pays. Merci à vous, Éric Coriolan, d'être venu jusqu'à nous dans Franc-Parler. Merci. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Franc-Parler spéciale élection régionale.